Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir, vous êtes le député socialiste de Seine-et-Marne, secrétaire national UPS à la communication. Bonsoir Guillaume Pelletier, vice-président de l'UMP, cofondateur de la droite forte. Alors ce soir, les chiffres du chômage, très inquiétants. Xavier Bertrand le reconnaissait, 21e mois d'augmentation du chômage. Et en même temps, un climat quand même où on a l'impression que les promesses, on va inverser la courbe du chômage à la fin de l'année, le déficit sera à 3%, la croissance, tout ça, c'est derrière nous, c'est fini, c'est un peu le vide. Aujourd'hui, on se dit, mais où va-t-on ? Ce ne sont pas des promesses, ce sont des objectifs qui ont été fixés par le chef de l'État et qui fixent un cap, qui disent voilà où je veux entraîner les Français. Maintenant, quand la croissance européenne est en panne, quand la croissance mondiale est en panne, c'est évident que ces objectifs sont plus difficiles à tenir. Ils sont différés dans le temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va dire que désormais le chômage n'est plus une préoccupation, que la dette colossale de la France n'est plus une préoccupation. Donc on diffère, on ne change pas de cap et on ne change pas de politique non plus. On retarde, on reporte. On ne reporte pas, mais on essaye d'aller le plus vite possible en sachant que tout ça met beaucoup de temps. Si je prends simplement les questions de l'emploi, le contrat de génération a été voté il y a à peine quelques jours. Les emplois d'avenir, on commence à peine à commencer les embauches dans les missions locales qui en font la promotion. S'il s'agit de la carte professionnelle, il n'est à peine retranscrit et il sera passé au Conseil des ministres seulement au mois de mars. Si on parle de BPI, elle vient à peine de commencer ses premiers investissements. Elle commence à peine. Le crédit d'impôt, il n'a pas encore été mobilisé par les entreprises. Donc tous ces sujets-là, tous les outils sont mis en place. Simplement, c'est vrai que ça prend du temps. Et ce temps-là, il est trop long, toujours trop long pour ceux qui souffrent du chômage. Sur ce sujet-là, il y a trois choses. Oui, il y a une crise mondiale qui explique en grande partie cette situation. On l'a tellement dit. Européenne, une crise oui, européenne. Qui a été longtemps mondiale. Effectivement, on sent qu'ailleurs, il y a un début de reprise. Les pays et en émergents Europe, qui vont plutôt mieux. De toute façon, la croissance et les perspectives de croissance, tout ça est en panne. Ça, c'est incontestable. On l'a tellement dit lors du dernier quinquennat et la gauche nous le reprochet. On ne va pas, maintenant que la gauche... vous nous disiez, ce n'est pas le problème de la crise, c'est le problème de Sarkozy. Donc on savait très bien qu'il y avait un problème de crise. Vous avez aggravé la crise. Je ne crois pas. Deuxième sujet, c'est vrai que sur les promesses, parce que c'était les promesses de François Hollande, le changement c'est maintenant, qui recouvrait tellement de choses en termes de croissance, d'objectifs d'emploi, il n'y a plus que Pierre Moscovici qui y croit. C'est-à-dire que même le président de la République ce week-end dit il va falloir attendre 2014, peut-être 2015, et puis Pierre Moscovici, très isolé, qui dit ah non, on va peut-être pouvoir tenir ça en 2013. Et là, le troisième sujet, qui est sans doute le sujet essentiel, c'est qu'il n'y a aucune mesure d'envergure et audacieuse qui est prise. J'ai bien entendu les propositions que vous avez mises en œuvre et qui n'ont pas encore porté sans doute tous leurs effets, mais qui sont des mesures de contrat aidés, semi-publics. Moi, je ne crois pas du tout à cette solution. Moi, je pense que la solution... Vous l'aviez fait la dernière année. Attendez, parce qu'en ce début d'année, même si on n'est pas tout à fait au mois de janvier, moi, je suis fier du précédent quinquennat, mais j'incarne la nouvelle génération. On ne va pas me dire toute ma vie, et en 2007, j'étais pas au gouvernement, j'étais pas ministre. Moi, ce que je dis, c'est que au nom de la nouvelle génération, de 2012, mais j'étais fier, et j'étais très fier d'affaire. Vous êtes quand même vice-président de l'UMP maintenant, donc vous pouvez pas vous... Je ne veux pas parler d'hier, je veux parler de demain. Demain, Si c'est quoi sur cette question centrale? Quand est-ce qu'on aura le courage d'engager une grande politique sur les PME et les TPE? Rien ne se fera pour le chômage, contre le chômage, pour l'emploi, pour la croissance, sans les PME, c'est les TPE. Exemple. Suppression des seuils sociaux qui asphyxient les entreprises, remise en cause du Code du travail pour que les accords d'entreprise des PME, des TPE soient supérieurs au Code du travail dans un certain nombre de domaines. Troisièmement, qu'on inverse totalement la politique de l'emploi. Aujourd'hui, l'État attribue 53 000 € chaque année en moyenne à un chômeur. Je souhaite, moi je fais une proposition très forte ce soir, que cette somme de 50 000 € soit attribuée chaque année, non pas au chômeur, mais à une entreprise qui embauche un chômeur en CDI. Xavier Bertrand parlait de 14 000 € pour un chômeur, et il faisait la même proposition il y a un quart d'heure, et il disait sur les 14 000 €, on en parle régulièrement avec Xavier, il faut en donner une partie à une entreprise. En fait, il y a 18 000 € d'allocations versées et 36 000 € de cotisations non perçues, puisque par essence et par nature, le chômeur n'est plus salarié. Cette somme qui est donnée par l'État pourrait, plutôt que d'être attribuée directement aux chômeurs ou à Pôle emploi, on devra totalement inverser la politique et l'attribuer à une PME ou à une TPE qui embauche en CDI un chômeur. Ça changerait tout, puisque selon un certain nombre de rapports d'expertise, de la DARES ou d'autres, ça pourrait créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Imaginons un artisan, une TPE, moi je le sais, j'ai 9 salariés. Moi, s'il y avait cette proposition, j'embauche tout de suite 1 ou 2 personnes, parce que ça allège considérablement les charges. C'est mettre tout pour l'emploi sur les PME, TPE, et pas sur le CAC 40 et pas sur la fonction publique.
Cette proposition existe depuis longtemps et vous ne l'avez pas appliquée plus quand vous étiez au gouvernement. Mais moi, quand j'y serai, je l'appliquerai. D'accord, quand vous serez au gouvernement, vous l'appliquerez. Mais d'ici là, d'abord, c'est une proposition, j'entends. Moi, je ne suis pas hostile à cette idée de mobilisation des dépenses passives. Ça fait longtemps qu'on en parle et ça fait longtemps qu'on ne le fait pas. Encore faut-il savoir... Tous confondus, d'ailleurs. Tous confondus. Ça veut dire qu'il faut aussi voir combien de temps ça doit durer et puis ce qu'on rémunère pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine et que ce ne soit pas une opération qui soit simplement... D'où l'objectif du CDI, j'ai bien précisé. Oui, l'objectif du CDI. Mais le problème du CDI, c'est aussi qu'il menace l'entreprise qui parfois cherche à augmenter son seuil d'activité et qui attend de savoir si elle pendant 2 ans pourrait... Et donc on peut effectivement... Créer ce choc de compétitivité pour pendant 2 ans, effectivement, se poser la question. Et puis à l'issue de ça, si l'activité a progressé dans l'entreprise, obliger au maintien de l'emploi du salarié, etc. dans l'entreprise. Ça peut être une possibilité et moi je n'y suis absolument pas hostile. Ça fait partie des idées qui depuis longtemps sont dans le domaine public sans pour autant être reprises. Donc explorons de toute façon toutes les voies possibles. Mais il y a un instant, Xavier Bertrand disait pourquoi pas un Grenelle de l'emploi avec toutes les bonnes volontés pour s'asseoir autour de la table et dire bon qu'est-ce qu'on peut imaginer parce qu'il faut mettre le paquet. Mais qu'attendons-nous pour effectivement nous mettre autour de la table? C'est en fait ce que fait le gouvernement depuis 9 ou 10 mois. Toutes les mesures qui ont été prises, et je pense notamment à tous ces sommets sociaux qui sont succédés et qui vont se succéder encore pour essayer de faire progresser le droit du travail dans notre pays, c'est exactement la méthode qui est utilisée. D'accord, sur la sécurisation de l'emploi qui va être transformée en loi, vous pensez fera baisser le chômage? C'est son objectif. C'est son objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse sécuriser toutes les situations qui sont des situations délicates pour l'entreprise qui sont en difficulté et pour un temps qui doit être le plus court possible, maximum 2 ans, arriver parfois à baisser la durée du travail ou l'augmenter ou au contraire ou baisser les salaires pour arriver à faire en sorte qu'on sauvegarde l'emploi et que la question soit prise en amont et non plus, comme trop souvent en aval, au moment du plan social. Donc ce sont des mesures qui vont permettre de faire progresser la capacité des entreprises à résister à la crise. Preuve de notre bonne volonté. Moi, par exemple, si j'étais parlementaire, je voterais cet accord parce que je considère qu'il va dans le bon sens, même s'il est très insuffisant. Mais plutôt qu'un Grenelle de l'emploi ou pour l'emploi, il faut être beaucoup plus précis. C'est un Grenelle des PME. Il faut qu'on sorte, vous savez, en France, il y a 3 entités. Le CAC 40, les grands groupes, la fonction publique, les PME. On a fait beaucoup, et peut-être trop, pour la fonction publique, même si je suis un ancien fonctionnaire, il faut des fonctionnaires. On a sans doute été trop laxiste avec les grands groupes du CAC 40, mais il faut des grands groupes en France. Et on n'a rien fait, jamais rien fait pour les artisans, les commerçants et le secteur privé qui crée 85% des emplois en France et qui est asphyxié au quotidien, avec entre autres un sujet qui n'est jamais évoqué, c'est la stabilité fiscale. On change mois après mois. La fiscalité, l'impôt sur les sociétés, ça change tout le temps. Donc on n'a aucune perspective d'avenir. Un petit mot sur l'Italie. Je m'explique, parce que les résultats du scrutin italien remettent en question peut-être l'ensemble des politiques suivies récemment. Mario Monti, qui était montré en exemple, fait 10%. Le pays est en proie à un chaos possible, puisque là, il n'y a pas de majorité claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en question tous les postulats adoptés, y compris en France, par la droite et par la gauche? Surtout par la droite. Par la gauche aussi, puisqu'il faut aussi un déficit en objectif à 3%, qu'il faut aussi des économies. Le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème qui est un problème de sérieux budgétaire, parce que tous les pays se sont beaucoup endettés, et aujourd'hui, leur capacité d'endettement est quasiment à son maximum. En revanche, l'Europe qui, elle, n'est pas endettée, aurait dû prendre le relais. Et c'est tout le plaidoyer que formule le président de la République depuis 9 mois, en cherchant à faire en sorte que l'Europe prenne le relais et soit un facteur de croissance. Or, l'Europe, ce n'est pas une entité qui serait une entité abstraite, technocratique. C'est une Europe qui est dirigée aujourd'hui essentiellement par des libéraux et qui ont fait le choix de l'austérité pour l'austérité et qui ne souhaitent pas aujourd'hui relancer... François Hollande, il allait voir Mario Monti pour contrer Angela Merkel. Il était très content d'aller voir Mario Monti. Or, Mario Monti, il est désavoué aujourd'hui. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a derrière le résultat? Il cherchait à desserrer un étau qui était l'étau des libéraux et qui... Mais Guillaume Pelletier, je vous écoute. Non, mais là-dessus, c'est important. D'abord, il y a la question des modes de scrutin. On est fiers, nous, d'avoir un mode de scrutin plus stable que ce qui se passe en Italie. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur le fond, c'est une claque, c'est un braquage à l'italienne contre la Commission de Bruxelles, contre une certaine vision de la politique. Celui qui était soutenu par l'ensemble des élites européennes, les technocrates, Mario Monti, ne fait même pas 10%. Quand on regarde... Attendez, finis juste. Quand on regarde précisément... Si, c'est une vision... Laissez-le finir, vous allez répondre. C'est une vision à la fois technocratique et
ultralibérale de l'Europe qui n'est pas la mienne. Quand on regarde et qu'on analyse les scores de de Grillo et de Berlusconi, et je le dis d'ailleurs, je n'ai pas d'affection particulière ni pour l'un ni pour l'autre. Mais dans le programme qu'ils ont proposé aux Italiens, donner la parole au peuple à travers des référendums réguliers, remettre en cause la superposition des collectivités territoriales, alléger de manière considérable l'État qui est aujourd'hui, qui dépense des milliards, donner la priorité aux PME. Imaginez enfin un protectionnisme européen. C'est tout ça les propositions qui ont été plébiscitées par le peuple italien. Mais qui ne sont pas crédibles parce qu'elles sont portées par des gens qui ne sont pas crédibles. Mais peut-être. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas regarder les personnalités qui les portent. Non, parce qu'il y a une erreur d'analyse. Quand vous comparez Grillo et Coluche, les gens se trompent complètement. Ça n'a rien à voir. Je ne compare pas Grillo et Coluche. En revanche, Beppe Grillo, donc c'est un des candidats qui a obtenu un que vous puissiez vous-même vous affranchir de Berlusconi. Enfin, je ne sais pas. Enfin, le problème, c'est que vous dites la Commission, les technocrates. C'est un discours qui est celui de Berlusconi ou de Grillo, qui font de l'Europe une entité abstraite. Ce n'est pas une entité abstraite. La Commission, elle est dirigée par qui, sinon par vos amis? C'est qui dirige l'Europe aujourd'hui, sinon vos amis? Qui est M. Berlusconi, sinon votre ami, votre allié politique? C'est là où ça devient complètement insensé. C'est tout le problème, Olivier. Vous faites de la vieille politique. Mais je fais de la vieille politique. La politique, c'est l'honnêteté aussi intellectuelle de reconnaître que vous êtes allié aujourd'hui à des gens qui sont pour l'austérité. Et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne veulent pas créer la croissance, ne veulent pas recréer les outils. Vous croyez que le projet de Berlusconi ou de Grillo, c'est un projet d'austérité et de rigueur? Pour des raisons. Mais je parle pas seulement, je parle de tous vos amis qui dirigent aujourd'hui l'Europe, de la Merkel, mais parce qu'il faut ce mélange subtil qui n'a jamais été trouvé par les responsables politiques en France. Oui, il faut une politique de rigueur, mais pas uniquement pour le privé, aussi pour le secteur public, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, il faut une politique audacieuse qui mélange la promotion des PME et le protectionnisme européen. C'est ça, quand vous parlez aujourd'hui, y compris à l'instant, quand vous comparez les fonctionnaires et les autres, et que vous dites les fonctionnaires qui se gavent et le privé qui souffre, quand je vois aujourd'hui que les salaires dans le privé continuent à augmenter alors que ça fait 3 ans que les salaires sont gelés dans le public, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on peut dire que le public, c'est uniquement les privilégiés? Et maintenant plus de jours de carence. Arrêtez avec la garantie de l'emploi, il n'y a pas que ça dans la vie. Dans un monde en crise, c'est quand même pas inintéressant. Dites ça au secteur privé. Faites aussi en sorte d'être juste et de reconnaître aussi que ces policiers, ces infirmières, ces aides-soignantes, tous ces gens qui s'occupent des handicapés, qui s'occupent de la vie, tout tout sont aussi utiles que les salariés du privé. Oui. Et donc l'égalité, pourquoi sur les jours du carence? Pourquoi il y a 3 jours pour le privé, 0 pour le public? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous savez bien que 78% des salariés du privé bénéficient aussi du premier jour de carence. Dans les TPE, non. Dans les TPE, certainement pas. Mais soyez juste aussi, dites les choses complètement. Je n'étais pas particulièrement pour remettre ce jour de carence, mais soyez complètement. Vous regrettez? Je pense que c'était pas forcément le plus adroit et le plus habile, mais il n'empêche que. Je dis tout simplement. Il n'empêche qu'en équité. Et pourtant, ça a été fait. Ça a été fait. Et ça coûte 200 millions. Mais en équité, je pense que ce n'est pas absurde non plus, parce que je crois quand même que c'est une mesure qui replace tout simplement les salariés du public quasiment égalité avec ceux du privé pour la quasi-totalité d'entre eux. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on écoute Dominique Strauss-Kahn. Il était aujourd'hui au tribunal, au Palais de justice de Paris. Il demandait l'interdiction d'un livre. On va l'écouter et vous allez réagir. Je suis complètement dégoûté par le caractère méprisable de ce texte et par le fait qu'il est totalement mensonger dans ce qu'il raconte, comme dans les citations qu'il fait de moi. Et donc maintenant, je dis ça suffit. J'en ai assez qu'on se serve de moi et je demande une seule chose, c'est qu'on me laisse en paix. Voilà, on attend donc la décision du juge pour savoir si le livre de Marcella Yacoub sera interdit ou pas. Guillaume Pelletier, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, tout le monde sait comme vous d'ailleurs. Belle et bête chez Stock. Je ne suis pas un supporter déterminé, enthousiaste des frasques de Dominique Strauss-Kahn, mais quand une certaine presse, et je parle du Nouvel Observateur, si prompte à donner des leçons de morale à tout le monde, se place dans le caniveau, parce que c'est une de caniveau que d'avoir mis en scène ce livre, eh bien, le Nouvel Observateur, qui devrait se réinventer un nom, le vieux voyeur, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est une presse qui se met au niveau de ce qu'elle prétend dénoncer. Et donc, à ce titre, les leçons de morale du Nouvel Observateur, de cette presse-là, par-delà, Madame Yacoub, par-delà Monsieur Strauss-Kahn, c'est absolument abject. Un mot sur le livre, il faut interdire un livre? On peut interdire un livre? Non, je crois pas. Je crois qu'il ne faut pas interdire un livre. C'est pour ça que la problématique, c'est pas le livre ou pas le livre. C'est la presse qui, tout en donnant des leçons de morale, d'éthique en permanence, a choisi la voie de la marchandisation et de l'argent.
Voilà, c'est ça la réalité. Olivier Faure. Dominique Strauss-Kahn a quitté maintenant depuis longtemps la vie politique française. Il mérite effectivement ce qu'il réclame, la paix. Je crois que Mme Yacoub ne s'est pas particulièrement grandie à raconter une histoire où elle donne elle-même le sentiment d'avoir un peu piégé son interlocuteur. Bon, voilà, maintenant, Interdire un livre, on peut. je suis plutôt pour la liberté de tous ceux qui pensent faire œuvre littéraire, donc que son livre soit publié très bien. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui conseilleront de l'acheter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Restez avec nous. Donc, Alain Marchal et la décision du juge donc, sur cette interdiction ou pas du livre de Marcella Yacoub.